Il existe une île oubliée, semblable à un Éden. Les vieux sages y chantent encore des histoires peuplées d'animaux étranges et de chimères. C'est un lieu à nul autre pareil. Écrin d'une biodiversité rêvée. L'Indonésie est un archipel né de l'intense activité volcanique de la région. Il est le réservoir d'une extraordinaire biodiversité. De Komodo à Bornéo, l'équipe de Francis Le Guesne part à la rencontre de traditions millénaires et d'animaux préhistoriques. Tire-toi, j'y vais. Tire-toi. La vie n'est pas également répartie sur la Terre. Je connais un endroit dans les îles de la Sonde où il semble que le doigt du Créateur se soit attardé. Mais pourquoi une telle biodiversité marine en Indonésie? Il n'y a pas un endroit d'Indonésie sans qu'il y ait un volcan en vue. En voilà encore un très très beau. Il y en a partout autour de nous. Tout ça a évidemment une influence très grande sur les écosystèmes et sur la vie. Et j'amuse beaucoup les passagers du ferry qui n'entendent pas parler français très souvent. L'équipe est vite confrontée à la barrière de la langue. Et pour un tel voyage, il faut un guide. Francis a rendez-vous avec Thierry Robinet, qui vit depuis 20 ans sur place. Reste à le trouver. Voilà, c'est la folie. Point de départ du périple, le port de Labuan Bajo, à l'ouest de l'île de Flores. Une goélette en bois va héberger l'équipe pendant 3 semaines. L'exubérance de la nature indonésienne recèle bien des mystères. Si de nombreuses expéditions terrestres ont été menées pour recenser cette biodiversité, très peu se sont aventurés sous la surface des océans. Pourtant, la réponse à cette extraordinaire profusion de vie se trouve sûrement quelque part dans ces eaux. Pour commencer, l'équipe se prépare à plonger près de l'île de Tatawa. Ça veut dire quoi Tatawa d'ailleurs en indonésien? Apa artinya tertawa dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ya, kita mulai lagi. Tertawa. Ah. Tawa. Le sourire. Voilà, c'est le sourire, la rigolade. Tatawa, un nom qui pourrait inspirer confiance. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Ici à Komodo, c'est pas de la plongée loisir, on va dire. Ça devrait aller, mais tu vois, c'est imprévisible, quoi. Ça tourne. Elle peut très bien changer de côté en 5 minutes. Ouais, ça va monter en puissance. Là, il y a apparemment 3 nœuds. Parce que là, on est exactement à la jonction de l'océan Indien et du Pacifique. Alors, les deux océans se mélangent et c'est une chance extraordinaire de pouvoir plonger au milieu de ces deux océans et voir ce qui s'y passe. Il y a 2 bouteilles de 2 bouteilles, oui, on est 4. On a les bouteilles de sécu, là, les gars? Oui, ça y est, je suis en train de m'en occuper. Ils n'ont pas trop l'habitude ici. Hein. Les gars, on ne prend pas de risque. Hein. Les films ne valent pas la vie d'un bonhomme, on est d'accord? On est bien d'accord. C'est une première, on peut le faire. Oui, ici, ça plonge un peu, mais... Ouais, mais comment on va faire nous, là? Tu sais, tout près, là, il y a des pêcheurs de perles
Et tous les ans, il y a 25 pêcheurs qui disparaissent. 25 pêcheurs disparaissent sur ce Par an, site-là par an. Et Ah ils ben. plongent en scaphandre. Oui, comme nous, mais bon, avec des méthodes un peu... Ça c'est pour te mettre dans l'ambiance, tu vois. Non, mais il faut le savoir. Ouais. Et l'Indonésie, ça se mérite. Hein. Pour des questions de sécurité, l'équipe de surface place un émetteur dans l'eau. Cela permettra à Francis de rester en communication permanente avec le bateau grâce à un hydrophone. Quelques mètres à peine sous la surface, les plongeurs découvrent des courants froids qui contrastent avec la chaleur tropicale. Des flots d'eau profonde jaillissent dans cette zone de turbulence. Ils apportent les minéraux nécessaires à la croissance du plancton, premier maillon de la chaîne alimentaire. À la porte des abysses, dans la poigne glacée d'un courant violent, l'équipe se cramponne au rocher tant bien que mal. Et soudain, le voilà. À l'aplomb du vortex, le grand Pacifique vient s'unir à l'océan Indien, leurs eaux s'enrichissant mutuellement en espèces vivantes. Mais alors que le tourbillon est en formation en surface, trou noir sur la peau de la mer, sous l'eau, tout se gâte. Le terrible danger de ces plongées vient des courants descendants, qui peuvent entraîner inexorablement les plongeurs vers le fond. Naviguant au plus serré, l'équipe repère une anfractuosité dans la roche dans laquelle elle s'engouffre. À l'abri, des fleurs d'alcyonnaire coexistent avec les poissons scorpions. Et deux jeunes requins à pointe blanche se terrent sous un massif d'acropora. Remontez tout de suite. Je répète, remontez tout de suite. Remontez tout de suite. Plus facile à dire qu'à faire. De nouveau, le courant nous écrase sur le récif. En vue de la surface, il nous semble impossible de franchir ces derniers mètres. L'essoufflement est proche. Ok. Ça pousse bien, hein, ça pousse bien. Pas mal. C'est un grand moment quand on a vu arriver le tourbillon par-dessous. C'est comme un fleuve vu de l'intérieur, mais le tout sous la mer. Très impressionnant. Tu vois la tâche qui est là? Eh ben, imagine-nous en dessous là. Je te promets, c'est du délire. T'as l'impression d'être dessous un jacuzzi. Moi franchement j'ai flippé à un moment donné parce que je savais pas où j'allais. C'est La première machine à laver là, tu vois. Tu tournes en fait, tu tournes en rond. Et là je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on s'approche, on recommence. Frontière naturelle de deux océans, ces terribles courants sont une barrière infranchissable pour certaines espèces. Ils auraient isolé, sur un territoire de montagnes pelées, un monstre légendaire. Dans le triangle formé de Komodo, Padar et Rinca, vit un animal endémique.
Avec des allures de monstres carnivores issus de la préhistoire, c'est un véritable dinosaure vivant n'ayant pas évolué depuis 140 millions d'années. Ce varan effraie depuis toujours les populations. Sa réputation de mangeur d'hommes lui a valu le surnom de dragon de Komodo. Il est vrai que les plus gros de ces gigantesques lézards atteignent 3 mètres pour 200 kilos. Au sommet de la chaîne alimentaire, le varan de Komodo est un prédateur mortel. C'est un tueur impitoyable qui n'a aucun rival sur son territoire. Si la prise est trop importante et que le varan ne peut lui briser la colonne vertébrale, une simple morsure suffit. Sa gueule est infestée de bactéries pathogènes qui provoquent la mort par septicémie en moins d'une journée. Thierry, je reviens s'il y a un truc, hein. J'ai aucun recul sur... je veux dire, s'il y a un autre varan qui arrive à gauche, à droite, un machin. Jean-Baptiste, tire-toi! Tire-toi, j'y vais! Tire-toi, bordel! Tire-toi! C'est possible ça! Malgré les risques, de l'autre côté de l'île, l'équipe sous-marine tente à son tour d'observer le comportement de l'animal sous l'eau. Le varan a la réputation d'être un bon nageur. Pour René et moi, c'est un grand moment d'émotion. Nous nageons au contact d'un monstre antédiluvien dont on ignore les réactions sous l'eau. Mais bientôt, ma crainte se transforme en admiration pour ce spécimen unique de l'évolution. J'éprouve même de la compassion pour l'animal qui a surtout hâte de rejoindre la mangrove. Malgré son aptitude à nager, le varan n'arrive pas à vaincre les terribles courants qui enserrent son territoire. Ils le contraignent à vivre isolé du reste du monde, faisant de lui une espèce unique à l'Indonésie. Les courants sont donc responsables de la spéciation de la faune terrestre. Mais sous l'eau, quelle est leur influence ? À cet endroit, où le Pacifique et l'océan Indien se rejoignent, les courants ne sont plus un obstacle. Ils agissent comme des fluides conducteurs. Ici, 2 identités, 2 écosystèmes marins se mélangent, s'enrichissant l'un de l'autre. En quelques kilomètres, un monde vert de plancton, grouillant de vie, se fond dans un univers cristallin. Ici vivent plus de 1000 espèces de poissons et 250 types de coraux, soit 10 fois plus que la moyenne des océans du monde. Plus on s'éloigne de cet endroit, plus la biodiversité marine diminue. Du bleu transparent au vert nourricier. Jamais le terme « plonger entre 2 eaux » ne m'a paru aussi vrai. Il semble qu'existe dans les profondeurs de ces mers une frontière invisible. 2 mondes de couleurs, recelant chacun une faune et une flore particulières. Les tombants sont jonchés de fleurs aquatiques et l'on croise des animaux étranges.
des vers annélides qu'on croirait issus de la préhistoire, ou des étoiles à 6 pattes. Ici, les holothuries ressemblent à des fruits. Elles se nomment les pommes de mer. Presque toutes les espèces sont représentées, des poissons clowns aux comatules. Ces cousines des étoiles de mer filtrent l'eau dans leurs bras ramifiés qui leur servent aussi à se déplacer. Je suis émerveillé par cette profusion d'êtres vivants à la frontière du végétal, du minéral et de l'animal. 20 000 créatures sous les mers, jusqu'aux poissons trompettes qui empruntent ici le soufre des volcans. Les plongeurs cernent peu à peu cette frontière invisible d'un continent perdu. À l'ouest, un monde de jade, peuplé de fleurs animales multicolores, qui rappellent les espèces marines d'Asie. Et à l'est, l'eau couleur saphir, barrière de corail presque australienne. C'est l'un des derniers territoires inexplorés de la planète bleue. Chaque année, des espèces jusqu'alors inconnues viennent enrichir la littérature des biologistes marins. Des anémones albinos aux poissons coffres, en passant par des huîtres géantes. Forme ou couleur, tout est différent. Le corail, les crinoïdes, les nudibranches, ces mollusques aux couleurs vives, tout un petit peuple de l'eau, lentement adapté par la sélection naturelle. Jusqu'à ce poisson ballon d'une taille inhabituelle qui n'a sans doute jamais vu de plongeur. Ici, la chaîne alimentaire est intacte, du plus petit au plus grand. Les fonds sont même parsemés d'ossements de mammifères marins rejetés par les pêcheurs traditionnels comme autant d'offrandes à l'esprit de l'océan. On va regarder les nudibranches. En fait, il a développé un moyen de défense original. Il se nourrit d'hydraires. Alors les hydraires, ce sont tout petits animaux, un petit peu, on pourrait dire des petites méduses, qui sont empoisonnés. Et il récupère le poison et il le transfère sur son dos. Moi, ça me fascine ça. Qu'est-ce qui a fait que cet animal a découvert le fait d'avaler des hydraires empoisonnés pour qu'ensuite les poissons, à force d'être empoisonnés à leur tour, ne pêchent pas ça. Et il a développé en même temps les couleurs. C'est-à-dire ils ont des couleurs éclatantes et extraordinaires, tout simplement pour dire « Attention, je suis empoisonné ». Tu les as récupérés à quelle profondeur, ceux-là, à peu près? 25. Ouais, à peu près 25. Et ce que tu vois là au-dessus, là, ce sont les branchies. C'est pour ça qu'on appelle ça nudibranche, branchies à nu. Après 2 semaines d'expédition, de nombreux éléments permettent d'expliquer l'incroyable biodiversité de l'Indonésie. Le volcanisme, les courants, le mélange de 2 océans ont leur influence. Mais est-ce suffisant pour expliquer cette formidable explosion de vie marine ?
La vie serait-elle capable d'autres miracles dans cet archipel? L'équipe de Francis Le Guesne va parcourir des milliers de kilomètres pour le découvrir. Direction la côte est du Kalimantan, au cœur de l'atoll corallien de Kakaban. Ici se cache un exemple particulier de biodiversité et d'adaptation aux transformations de l'environnement. Voilà le lac mystérieux de Kakaban qu'on atteint par un chemin assez scabreux à travers la forêt. Et ben voilà, faites attention, celle-là n'est pas stable. Et juste en dessous de nous, il y a tout le calcaire corallien qui est extrêmement découpé par l'eau de pluie. Alors c'est un lac en fait qui s'est retrouvé suspendu à 50 mètres de hauteur par les mouvements tectoniques. Et à l'intérieur de ce lac, il y a un trésor. L'équipe pénètre dans un nouveau monde, hybride, un lac aux eaux saumâtres adouci par les pluies, où vivent pourtant des espèces marines. Mais à y regarder de plus près, ces méduses ont un étrange comportement. Certaines d'entre elles vivent à l'envers et posées à faible profondeur. D'autres se déplacent au cours de la journée pour capter la précieuse lumière solaire. 4 espèces, dont 2 uniques au monde. Encore une fois, la nature s'est jouée des occupants de l'archipel. Comme les dragons de Komodo, ces méduses endémiques se sont retrouvées isolées. Seuls les plus aptes à ce nouvel environnement ont survécu, créant une nouvelle espèce. Au fil des générations, dans ce milieu clos et dépourvu de prédateurs, ces méduses ont perdu leurs moyens de défense, leur pouvoir urticant. À la place, elles se sont mises à élever entre leurs tentacules des algues vertes, vivant en symbiose avec elles. On finit par ne plus savoir si ce sont des animaux ou des plantes. Par milliers, elles nous entourent comme des cœurs de verre qui pulsent dans le brouillard du temps. Une vision des matins de la création. Et j'ai bien du mal à émerger de ce véritable monde à l'envers. Quelle force a été capable de prendre au piège ces animaux? Au cours des millénaires, les soubresauts géologiques de la région ont fait émerger l'atoll de Kakaban, isolant progressivement en son centre cette mer intérieure et ses habitantes. La Terre a ainsi pris au piège de nombreuses espèces. Ces palpitations de la planète expliquent aussi en partie cette biodiversité unique. Mais alors, si la géologie est la cause d'un certain endémisme, elle serait aussi responsable du foisonnement des espèces? Il y a 200 millions d'années, la Terre était constituée de 2 supercontinents. L'un d'eux s'est progressivement fissuré, donnant naissance à 3 grandes plateformes continentales. L'Indonésie se trouve à la jonction de ces 3 plaques qui déterminent des écosystèmes différents. C'est ce constat qu'a fait le grand naturaliste Alfred Wallace en 1854. Il a mis en évidence cette fracture biologique, cette ligne virtuelle
qui traverse l'Indonésie du nord au sud. Wallace était incapable d'expliquer son propos car, au XIXe siècle, la théorie de la dérive des continents n'existait pas encore. Mais on sait aujourd'hui que l'Indonésie est sur une zone de fracture. Elle est à la jonction de ces deux mondes, de ces deux écosystèmes qui n'ont pas encore subi de réel métissage. La ligne Wallace sert toujours de démarcation entre les faunes et les flores de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. Elle permet d'expliquer cette profusion d'espèces en une même zone du globe. Dans la baie de Moméré, sur l'île de Flores, l'équipe prépare la plongée du lendemain. Sous l'eau, il doit y avoir des traces de ces mouvements tectoniques qui se poursuivent encore aujourd'hui. Il y a un endroit, il y a un rocher qui est en plein milieu de la passe, c'est pas très large. Et il y a plein d'autres rochers qui sont juste au niveau de l'eau, on les voit pas. Mais il y a des creux terribles. Autour de l'île de Babi, nous cherchons des traces du tsunami de 1992 qui a submergé la région, faisant plus de 1500 victimes. À la base du tombant, une grande faille s'ouvre sur une grotte sombre. Ici, le récif s'est littéralement ouvert en deux. C'est la trace visible du tsunami de 1992. Ce qui était hier un jardin est devenu un désert. À chacune de ces catastrophes naturelles, l'écosystème doit se reconstituer. Mais une autre menace pèse sur ces récifs. Depuis quelques mois, ils sont envahis par une étoile de mer venimeuse venue d'Australie, l'Acanthaster. Elle dévore littéralement le corail et même les éponges. À terme, c'est la mort du récif. Et les solutions adoptées par les plongeurs locaux pour tenter de l'éradiquer sont pires que le mal. Chaque morceau, dispersé dans les courants, ira contaminer d'autres îles. Comme tous les échinodermes, cette étoile de mer est capable de renaître à partir d'une simple cellule. Les recherches sont en cours pour tenter de sauver le récif. Mais le plus souvent, la vie recolonise ces espaces dévastés. À la remontée, nous avons la chance de croiser le prince des lieux, le plus grand poisson du monde, comme un messager de l'espoir. Ce jeune requin-baleine, qui atteindra peut-être 18 mètres à l'âge adulte, se nourrit exclusivement de plancton. Ces minuscules organismes seraient-ils aussi responsables de cette extraordinaire richesse d'espèces? La réponse se trouve dans le sillage du requin, encore plus à l'est.
3 baleines au fond, 2 dauphins. C'est royal. Après 2 jours et 1 nuit de navigation, l'équipe fait route plein est, vers l'extrémité de l'île de Flores, à La Malera, en quête d'une des ethnies les plus isolées de l'archipel. Elle a su garder intact nombre de ses traditions ancestrales. Mais ne serait-ce pas au détriment du fragile équilibre des écosystèmes? Oh, Manta. Manta? Kita manta. Masih lagi manta. Yang basah 100.000 lebih. Ah bon, et la petite vaut 515 000 et la grande vaut à peu près 100 000 roupies. Et là, une manta à 100 000 roupies, ça représente quoi ici? Ça représente 8 euros à peu près. 8 euros, oui. Donc pour nous, c'est rien, mais pour eux, c'est déjà une c'est énorme, ouais, parce que ça leur permet de vivre une bonne semaine. Ça, c'est bon séché. Ils le font ici, la bonite séchée? Ils les font sécher, oui, parce que... On va faire un curry ou... Nah, ambil dia, ambil cepat. Ambil. Là, c'est simple de faire son marché en pleine mer comme ça, c'est à l'indonésienne pour quelques roupies. On a 2 belles bonites bien fraîches. 30.000. Terima kasih. La taille des raies manta dans la barque du pêcheur laisse craindre le pire. Chasserait-il les petits individus, les empêchant ainsi d'arriver à maturité? Sous l'eau, le constat est plus optimiste. Elle ne semble pas en voie de disparition, et c'est un balai qui accueille les plongeurs. On ne sait presque rien de ces animaux fabuleux. Ces danseuses pacifiques se nourrissent bouche ouverte du plancton qui flotte dans l'eau transparente. Ils se développent ici en abondance grâce au soleil de surface et aux nutriments remontés des profondeurs. Comment a-t-on pu nommer les mantas diables de mer? Peut-être parce que les pêcheurs ne voient de la surface que leur dos noir? Mais pour nous plongeurs, c'est un pur moment de grâce. Les remous de la terre n'en finissent pas de façonner l'archipel indonésien. 6000 de ces îles sont habitées. Des populations ont petit à petit pris possession de cet espace morcelé. Ces peuples se sont retrouvés isolés les uns des autres, perpétuant leurs traditions. L'équipe accoste à La Malera. Ce village abrite la dernière communauté au monde de chasseurs de cachalots. Ça, c'est toujours des moments extraordinaires. Les enfants, d'abord, les premiers ambassadeurs. Et puis, on va d'abord essayer de se faire accepter. Mais en Indonésie, l'accueil est toujours tellement extraordinaire que ça devrait bien se passer. Minum, di mana minum? Les gens, quand ils travaillent ici, ils viennent en communauté, ils ne restent pas dans leur maison, ils viennent sur la plage, parce qu'ils ont toujours à avoir à faire quelque chose avec leur bateau. Et donc tout le monde vient là, on casse la croûte ici et on boit le tuak. Tuak. On boit le tuak, le vin de palme, comme c'est toi l'invité. Ça va être le premier de goûter. Ah ouais. Bon. Oui, le vin de palme, mais c'est pas du tout. J'en ai goûté en Afrique, mais c'est pas du tout le même. Ini laos ini. Et ça rappelle le bœuf.
Il ne serait jamais venu à l'esprit de manger du dauphin, mais enfin ça se passe ici comme ça. Daun papaya. Alors c'est de la feuille de papaye qui est bouillie avec de l'os de cachalot. Ça c'est spécial. On sent l'huile de cachalot. Ouais. Et c'est cuit à l'huile de cachalot. C'est amer comme chicotin. Léo, c'est le nom de mon fils. Leo, namanya anak dia. Les habitants de l'Amalera seraient originaires d'une petite île détruite par une violente éruption volcanique. Leurs ancêtres sont arrivés là dans des embarcations que chaque clan a conservées, perpétuant cette pêche traditionnelle. Lumba Lumba. Lumba Lumba, yes. Lumba Lumba. En fait, c'est un dauphin à long bec, je crois. Alors évidemment, pour les âmes sensibles, c'est terrible de voir un dauphin tué. Mais il faut bien comprendre qu'ici, c'est leur moyen d'existence. Et on ne peut pas dire que ces peuples vident la mer. Quand ils pêchent pas la baleine, ils pêchent le dauphin. Quand tu penses que les Japonais, chaque nuit, pêchent par erreur 4000 dauphins, chaque nuit, avec les filets dérivants. Ça, c'est un drame. Je préfère voir ça et savoir que ça sert à faire grandir tous ces enfants plutôt que d'être en pure perte. Surtout qu'ils en tuent un ou deux, et puis c'est pas tous les jours. Hein. Comme ils disent, ça remplace la baleine. 2/3 de la pêche industrielle est transformée en farine de poisson qui sert à nourrir les porcs ou les poulets. C'est ce qu'on appelle un gâchis de ressources incroyable. Donc cet homme est le chef de la tradition et personne ne peut découper une baleine ou un dauphin sans son accord. Et c'est pour ça qu'il vient d'abord avec le couteau et il incise trois incisions dans la bête. Et puis après, bon, les personnes vont découper le... Et chaque morceau va être distribué à tous les chasseurs. Voilà. Tu vois, il y a 3 parties. Cette partie au central, c'est pour ceux qui ont participé à la chasse. Cette partie-là, c'est pour la personne à qui appartient le bateau. Dans le cas présent, c'est ce monsieur. Et cette partie-là, après, c'est pour les différentes familles. On va couper pour les enfants, pour les femmes, etc. L'équipe a le privilège de se joindre à une de leurs chasses. C'est un rituel codifié, empreint de mythes et de croyances. Vous voyez la rusticité de ce genre d'embarcation, bon, des choses très simples mais très efficaces. Les protège-harpons en bambou, une petite voile, et avec ce genre d'embarcation, ils sont capables d'aller au grand large dans la mer de Savo, à plus de 50 km du bord, chasser les grands cachalots. Et on raconte ici que certaines embarcations ont été entraînées par un cachalot blessé, certains ne sont d'ailleurs jamais revenus. On avait dit que ça serait une galère, mais pas à ce point-là. C'est le Guillaume et la mer, c'est Moby Dick. Mais le harponnage n'est pas toujours couronné de succès. Comme la faune,
Ces populations isolées ont été obligées de s'adapter à leur environnement proche. Chasser le dauphin, la manta ou le cachalot est leur seule manière de subsister. Mais ils vénèrent aussi l'âme de ces animaux, Kotekema, dont l'origine se perd dans l'histoire. C'est à l'Amalera que les anciens m'ont conté leur histoire, et celle de Lubangdunya, le gouffre du monde, un abîme mystérieux à l'origine de toute vie, qui se trouverait au cœur des jungles de Bornéo. Il est des légendes auxquelles on a envie de croire. Et si c'était là que se cachait la clé de cette extraordinaire biodiversité, l'énigme de la vie? Bornéo, la terre de tous les fantasmes, le paradis des explorateurs, à 3 heures de vol à peine des îles de la Sonde. L'équipe rejoint Georges Robert qui les attend à l'embouchure de la Sungai Bay. C'est un changement total d'univers. Le basalte a cédé la place au calcaire et le corail à la jungle. Nous survolons les vagues d'une mer pétrifiée. Ces massifs calcaires se sont formés au fond des océans avant d'être propulsés hors de l'eau par les mouvements des plaques tectoniques. Dans ce monde perdu, l'eau de pluie s'infiltre, des gouffres immenses se creusent, des rivières souterraines serpentent en secret. Georges Robert ouvre la marche. Il connaît ces jungles du Kalimantan pour les pratiquer depuis plus de 10 ans. Encore 2 ou 3 heures de piste et on va atteindre un endroit que Georges vient de repérer. Une découverte toute récente qui va nous plonger très loin dans le passé et qui n'a jamais été filmée. Cara membuat upas, kita potong. C'est quoi ça, Jean? C'est l'arbre à partir duquel on extrait le cura. Ah, le cura, ouais. Donc, on fait une entaille dans l'arbre, le poison va s'écouler, il le récupère dans son bambou. Il va ramener le liquide au village, le faire bouillir, en rajoutant de l'eau doucement à mesure. Et après, bon, ça sèche, ça fait une espèce de pâte. Ouais. Et ça, ils enduisent les flèches? Qui sert à enduire les flèches. Ouais. C'est comme ça qu'ils chassaient. Ouais, le curare, c'est une substance qui, à très faible dose, est un tonique cardiaque, mais qui, en fait, à forte dose, agit par paralysie des muscles respiratoires, ce qui fait qu'on meurt tout simplement de ne plus pouvoir respirer. Et c'est pas mortel si on est capable de faire le bouche à bouche à la victime pendant le temps d'action du poison. Ça doit pas être agréable quand même. Yang namanya jarumnya itu Basakan berapa lama? Minggu? Il dit qu'il faut 5 minutes pour tuer un homme. Ouais.
Ces massifs calcaires sont truffés de grottes. À l'abri des regards, ces sanctuaires recèlent une autre biodiversité, une faune et une flore de l'ombre. Ah ouais. Oups, ça enfonce grave. Oh là là, les chauves-souris en effet. Ah oui, elles sont très grosses. Beaucoup plus qu'en Europe. Tout est plus grand ici. Je crois qu'ils ont trouvé 27 espèces nouvelles dans les grottes de Bornéo. Ça grouille de partout. Ça, c'est une araignée salticide qui vit dans les grottes et qui ne fait pas de toile. En fait, c'est une des rares araignées prédatrices qui est capable de sauter. Et elle a un système de vision qui est aussi performant que celui de l'homme. Elle a 6 yeux, je crois, hein, et elle est capable de faire la mise au point sur sa proie qui approche jusqu'à 30 fois sa taille. Autrement dit, on s'approche de l'araignée, elle nous voit et elle saute. Alors évidemment, elle ne chasse pas les hommes. Qu'est-ce que ça mange d'ailleurs ici? Des criquets. Des criquets, oui. Alors c'est vraiment une prédatrice, on va essayer de la faire bouger. Hop, et là, comme vous avez vu, c'est une araignée extrêmement véloce. Évidemment, c'est assez inquiétant d'être dans le noir et de savoir qu'il y a des araignées de la taille d'un crabe qui peuvent tomber dans le cou à tout moment. Il faut faire quand même très attention parce qu'il y a énormément d'espèces qui sont venimeuses. Ah, il faut, hein? Oui, il est là. Mais approchez pas. Il est derrière. Alors ça ressemble en quelque sorte à un crustacé d'eau de mer. Et c'est pas un hasard, puisqu'en fait le monde souterrain est par bien des côtés semblable aux abysses marines. Cet animal est peut-être un lointain descendant de crustacés qui vivaient dans l'eau de mer, qui se sont adaptés à ce monde particulier. Pas qu'il me saute sur la gueule. Attention, attention. Ça arrive à se nourrir de chauves-souris. Ça les pique, ça les tue et après ça les dévore. Oui, ben, de la chauve-souris à l'homme, il y a juste un petit pas à franchir. Il y a d'autres. Hein. C'est passionnant. Il y en a d'autres, Il y en a partout. Hein. Voilà. Oh ouais. Dans les années 1990, de nombreuses grottes ornées ont été découvertes à l'est de Bornéo. Il est bien difficile de dater ces grottes. Plusieurs dizaines de milliers d'années pour certaines, et bien plus anciennes pour d'autres. L'expédition s'achève après 3 semaines et 3000 km parcourus. Le constat est sans ambiguïté. L'Indonésie est bien le creuset d'une biodiversité terrestre et marine parmi les plus riches de la planète. C'est le seul endroit au monde qui cumule autant d'éléments aux origines de la vie. Un archipel né du volcanisme, la rencontre de 2 océans, une multitude d'écosystèmes. Cette configuration exceptionnelle a permis la sauvegarde d'espèces endémiques uniques. À moins que l'explication ultime ne se trouve au fond de Lubang Dunia. Ce gouffre mythique, nous ne l'avons pas trouvé. Existe-t-il seulement? Qui sait? Mais c'est sûr, nous y retournerons. Reste aussi à comprendre comment cette vie marine si riche a pu ensemencer progressivement les océans.
comment ce point zéro de la biodiversité est un jour devenu multiple. Mais c'est une autre histoire, un autre voyage, une autre expédition. Peut-être